tous et très bonne année à toutes et à tous. Bonne année 2020 pour cette première Au-delà du miroir de cette année 2020 aujourd'hui avec une psy, figurez-vous, qui parle aux esprits. Elle s'appelle Martine Gerco, elle est psychologue, clinicienne, psychanalyste, psychothérapeute et elle exerce en cabinet libéral à Paris. Elle est spécialisée dans les états modifiés de conscience et leur potentialité de guérison. Elle a une approche intégrative et organise régulièrement des séminaires de respiration holotropique et de chamanisme. On va l'accueillir autour de son livre chez Mama Édition. Une psy parle aux esprits, expérience au pluriel aux frontières de l'extraordinaire, pour découvrir de nouvelles voies d'accès à l'inconscient et pour évoluer vers le plaisir d'être. Merci d'être avec nous, Martine Gerco, ce soir. Merci Joël de m'accueillir. Voilà, donc vous êtes sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Et ce livre, il y a Stéphane Alix qui dit « Ouvrez ce livre et vous ne parviendrez plus à vous arrêter. » On est obligé de s'arrêter quand on arrive à la fin. Mais c'est vrai que c'est un livre assez intéressant. Merci. C'est votre premier ouvrage ? Non, c'est mon deuxième ouvrage en tant qu'auteur et j'ai collaboré à différents écrits, notamment au manuel des expériences extraordinaires qui a été publié par l'INRES. Qui est un manuel clinique autour de l'inexploré et autour des expériences en dehors de la réalité ordinaire. Et puis, j'ai également collaboré à des articles collectifs et à un livre écrit avec une association que j'ai créée et présidée qui s'appelle Thérapie Conseil. Et le livre s'appelle Parlons Psy et a été édité par l'Archipel Belfond il y a une dizaine d'années environ. Alors, on va parler de vous. Ben oui, vous êtes venu pour qu'on parle de vous. Alors, vous avez une préface de Stanislas Grof, et ça c'est important parce que je pense que c'est aussi un peu tout ce qui vous a permis d'en arriver là où vous êtes maintenant. Ça fait 38 ans que vous exercez, c'est ça ? Oui, à peu près. Stanislas Grof et la respiration holotropique, vous pouvez nous en parler ? Stanislas Grof, c'est un psychiatre, psychanalyste américain d'origine tchèque, un des créateurs de la psychologie transpersonnelle, et il est à l'origine des thérapies psycholytiques, c'est-à-dire des thérapies sous LSD, qu'il a débuté à Prague, alors qu'il était psychiatre chef de l'hôpital Saint-Charles. Et un jour, il reçoit des laboratoires Sandoz, du docteur Albert Hoffman, une caisse de LSD afin qu'il puisse l'offrir à ses patients. Et comme Grof est quelqu'un de très éthique, il a refusé de le proposer directement au patient sans l'avoir lui-même utilisé. Et pendant plusieurs mois, régulièrement, il va s'injecter par voie intraveineuse du LSD. Et là, il va avoir accès à tout un matériel absolument incroyable qu'il n'avait jamais pu rencontrer dans sa psychanalyse personnelle. Et c'est un matériel qui va au-delà du préverbal et qui peut nous reconnecter avec la période gestative du bébé, la période intra-utérine, et également à des mémoires karmiques, transgénérationnelles, transpersonnelles. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec la respiration holotropique, donc la respiration holotropique va remplacer le LSD quand le LSD va être interdit d'usage parce qu'utilisé de façon profane. C'est dans quelle année ? 80, ça à peu près ? 75 ? Dans les années 75 à peu près, oui. Et alors, c'est une approche tout à fait extraordinaire puisque elle permet au sujet de se rencontrer sur différents niveaux de conscience, aussi bien à un niveau psychodynamique, psychologique, parce que très souvent on oublie ce qui nous a fait souffrir. Et quand on n'arrive pas à mettre de mots MOTS sur les mots MAUX, à ce moment-là, il y a une explosion de souffrance. Et souvent, les gens me disent, voilà, au-delà d'un certain âge, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et par la respiration holotropique, le patient va rentrer dans un état non ordinaire de conscience dans lequel tout le potentiel mémoriel va s'ouvrir. On a en nous une mémoire cellulaire, une mémoire qui est endormie et qui va pouvoir se réveiller grâce à cet état d'expansion de conscience. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que ça va bien plus loin que la psychanalyse classique. Mais ça n'empêche pas qu'il faut aussi faire une psychanalyse. Alors, je suggère souvent aux praticiens qui veulent se former à la respiration holotropique d'avoir fait un très, très, très gros travail sur eux-mêmes. Parce que si on n'est pas suffisamment ancré et si on n'a pas déjà beaucoup débroussaillé qui on est, à ce moment-là, on risque de sévères décompensations.
Et c'est pas une approche magique, c'est une approche extrêmement rigoureuse, très transformatrice, mais il faut sacrément être ancré en soi. Et c'est la même chose pour les sujets qui souhaitent participer à des séminaires. Les gens, maintenant, il y a une sorte de tourisme spirituel. On pense qu'on va pouvoir accéder à l'éveil, à la transformation en 2 ou 3 séminaires. Donc les gens vont de séminaire en séminaire. Moi, je refuse d'accepter comme participants dans mes groupes des gens qui n'ont pas fait un travail rigoureux sur eux-mêmes, comme je me défends de former à la respiration holotropique des psychothérapeutes qui n'ont pas fait d'analyse. Parce qu'on a beau la pourfendre, la critiquer, la psychanalyse, ça reste malgré tout un formidable outil d'intégration, mais ça n'est pas suffisant. Et je trouve ça dommage, je trouve qu'il est tout à fait dommage que les psychanalystes ne s'ouvrent pas au champ transpersonnel, comme je trouve dommage que les psychothérapeutes uniquement transpersonnels jettent la psychanalyse avec l'eau du bain. En fait, ce qui est intéressant, c'est de créer des passerelles, de créer des ponts pour pouvoir aussi nous compléter les uns et les autres de nos connaissances, en fait. C'est créer une approche intégrative et une approche plurielle, comme les médecins classiques qui refusent les approches holistiques pour leurs patients. Et je dis souvent que moi, je me suis occupée beaucoup de patients qui avaient des cancers et j'ai pu observer que les patients qui se faisaient soigner parallèlement à la chimio, avec des approches plurielles telles que l'homéopathie, l'acupuncture, une psychothérapie, ils vont plus loin. Mais vont beaucoup plus loin et se prennent en charge eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne deviennent plus l'objet d'un médecin, mais ils sont pris en charge par une pluralité médicale. Et chaque médecin, avec ce qu'il est et avec sa formation, peut apporter le bien-être nécessaire au patient. Mais l'approche holistique médicale pour un patient extrêmement malade n'est pas suffisante. Il faut rester extrêmement sérieux et vigilant par rapport à ça. Ce qui est important, c'est que nous puissions tous nous ouvrir les uns aux autres pour le bienfait, le bien-être du patient. Et ne pas rester cantonné dans des approches sectaires. Parce que ne pas vouloir s'ouvrir, c'est aussi être sectaire. Alors, on reste sur la respiration holotropique. Vous dites à la page 141, vous avez fait une expérience et vous écrivez que ces quelques heures estatiques avaient rétabli le contact avec ma corporéité, mais je n'en étais qu'au prolégomène. Et vous en dites pas plus. C'est quoi les prolégomènes ? J'étais comme si j'étais au début de ma quête, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un de très analytique, j'étais très intuitive, en même temps très très ancrée, très structurée, très logique et un peu méfiante par rapport à tout ce que je pouvais entendre, bien que j'avais une intuition déjà très développée. Mais n'ayant pas moi-même expérimenté cette approche, j'étais dubitative. Ce que je partage dans le livre, c'est ce que j'ai vécu. On n'est pas dans le domaine de la foi ou de la croyance, mais dans le domaine de l'expérience. Alors, ce que vous avez vécu, d'abord, à peu près tous les 10 ans, il vous arrive des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. En 96, l'attentat suicide de Tel Aviv, le 4 mars 96, vous n'êtes pas très loin. Vous allez sur les lieux. Un peu moins de 10 ans après, le 17 novembre 2007, vous avez une agression armée chez vous. Et le 5 septembre 2016, vous faites le grand saut qui fait que là, vous êtes un peu collé sur votre chaise avec un dos un peu armé, avec une armature dans le dos. Vous pouvez nous parler du grand saut ? C'est intéressant ce que vous dites, à tous les 10 ans. D'ailleurs, je n'avais pas fait la corrélation. Mais c'est vrai, ça m'interpelle beaucoup. C'est presque des cycles, c'est 9 ans. Et là, alors, je me suis beaucoup interrogée par rapport aux épreuves et je dois dire que ces épreuves, notamment la première agression à arme à feu, qui s'est passée pratiquement jour pour jour après le décès de mon père. C'est ça qui était extraordinaire. Et j'ai senti que j'avais été protégée parce que j'aurais pu être morte. Et c'est grâce... Alors, le thème de l'émission, c'est se reconstruire. Donc, je me retrouve, je ne vais pas raconter l'histoire, elle est dans mon livre, mais je me suis retrouvée attaquée et violentée par 3 gangsters qui avaient fait irruption dans mon appartement déguisés en postier. Et je me suis retrouvée avec un revolver armé contre la tempe. Bon, et je m'en suis tirée par le miracle. Vous savez, je crois que lorsque c'est notre heure, et lorsque c'est pas notre heure, c'est pas notre heure. Et donc, à l'issue de cette agression, le soir, j'étais dans un état d'effroi, j'étais totalement tétanisée, totalement dissociée.
Et j'ai appelé un de mes copains psychiatres. J'étais avec mon fils, le plus jeune fils, qui était venu me voir. Et en fait, c'est lui qui a appelé mon copain psychiatre. Et Pierre m'a dit, mais écoute, je vais venir chez toi et je vais je vais te prescrire un antidépresseur et un anxiolytique. Et puis, je lui dis, écoute, on attend demain. Et je me suis dit, mais j'ai une pratique chamanique. Tambour. Donc, j'ai pris mon tambour le soir même. Ça m'a calmée. Et j'ai demandé à l'univers, à mes esprits tutélaires, comment puis-je me soigner de ce syndrome de stress post-traumatique? Et la réponse a fusé, mais nette, claire, concise, en anglais et en français, puisque je suis dans les deux langues. En anglais, d'abord paint, et en français, peint. Puis le voyage au tambour s'est terminé. Je me suis dit, mais je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner. Martine, me suis-je dit, tu pratiques le chamanisme, écoute ce que l'on t'a dit. Et le mot écouter, il revient souvent dans mon livre. En hébreu, c'est schéma. C'est aussi le début d'une prière. La prière la plus importante chez les Juifs. Donc, je me suis dit, mais mets-toi à l'écoute de ce qui se passe. Et je me suis mise à l'écoute. Et j'habitais à Montparnasse à l'époque. À côté de la Grande Chaumière et pas loin de chez Sennelier. Voilà, vous connaissez bien mon livre. Et j'étais acheté tout le matériel. Et quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai été absolument émerveillée. Parce que je passais tous les jours dans ces magasins, mais je ne m'autorisais pas, je n'étais pas légitime pour acheter du matériel. Et là-haut, on m'avait autorisé. Donc j'ai raflé des pinceaux, des couteaux, des couleurs, des toiles. Et je me suis mise au travail. Et là, il y a eu pendant plusieurs mois vraiment un travail de compagnonnage, une relation de compagnonnage avec la toile, avec les outils. Je ne réfléchissais absolument pas à ce qui se passait. C'était pas mon mental. Ma main était guidée. Et à ce moment-là, il y a eu toute une éclosion picturale et ça m'a guérie. Mais est-ce que pendant ce temps-là, vous arriviez quand même à recevoir des patients? J'ai recommencé à travailler tout de suite. Parce que la peinture était mon outil de résilience, mon outil de guérison. Et puis pour moi, m'occuper des autres, c'était aussi pouvoir m'occuper de moi et ne pas tomber dans la plainte, dans la victime. Et puis je n'avais pas été touchée physiquement. Oui, ce qui n'était pas le cas le 5 septembre 2016, puisque là, le grand saut, là, finalement, quand vous allez nous dire ce qui s'est passé, mais quand vous revenez chez vous, vous ne pouvez plus. C'est plus tellement possible de rester dans cet appartement. Alors là, pour moi, l'agression de 2007, c'est, excusez-moi l'expression du pipi de chat, mais l'agression du 5 septembre 2016, pour moi, c'est l'épreuve initiatique et la plus chamanique qui soit. Dans le chamanisme, on parle du démembrement, c'est-à-dire que le clan reconnaît comme chaman celui qui a pu se guérir de ses blessures, qui a pu passer à travers les filets de la mort, qui s'est soigné, qui s'est guéri lui-même. Et j'ai vécu cela vraiment comme... J'étais coupée en morceaux. C'est un peu le mythe d'Osiris. Et puis, je me suis reconstituée. Alors, il y avait bien sûr l'équipe médicale, mais il y avait aussi toutes mes ressources personnelles. Et c'est ça que je partage dans mes groupes et dans mon travail. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé, parce que les gens vont avoir du mal à comprendre. Oui, donc j'étais à mon cabinet, on était en fin de journée, et mon compagnon m'avait proposé d'aller à un débat politique. Et je lui ai dit, mais écoute, c'est début des vacances, c'est la rentrée, j'ai des nouveaux patients, puis c'est toujours excitant pour moi, les rentrées, on voit des nouveaux patients, il y a quelque chose qui change dans l'énergie. Je dis, écoute, je consulte jusqu'à 20h, peut-être je te rejoindrai, peut-être pas. Et quelques jours avant, j'avais reçu un coup de téléphone d'un type dont j'avais reconnu un accent étranger et qui demandait une consultation, et je lui demande de la part de qui vous venez. Il était assez vague. Je sentais quelque chose, mais je n'arrivais pas à nommer. Et puis donc, je lui donne un rendez-vous. Et en raccrochant, je me dis, j'aurais pas dû lui donner le rendez-vous. Puis je me suis dit, Martine, t'as peut-être peur, qu'est-ce qui se passe? Et puis je n'ai pas voulu m'écouter. Le jour arrive, le lundi 5 septembre, je consulte toute la journée, et alors là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que j'ai sauté. Si je n'avais pas entendu une voix intérieure... L'avant-dernier patient, oui. C'est-à-dire l'avant-dernier. Voilà. Donc je suis avec Patrick, mon avant-dernier patient, que je trouve un peu bizarre, un regard qui me dévore, une présence un peu curieuse, et je me sens pas bien. Il me dévore. C'est comme les psychotiques. Les psychotiques ont un regard qui vous happe, qui vous capte, qui vous prend, comme s'il cherchait à rapter votre identité. Et puis j'entends une voix qui me dit, parce que je suis clairaudiente, enfin j'entends,
tu vas être menacée d'un poignard, tu ne vas pas ressortir vivante. Et je suis glacée à l'intérieur de moi. Tout se fige en moi. Et je me dis, mais ce garçon va sortir un poignard de sa poche. Non. Il n'a rien sorti de sa poche. Un coup de sonnette, le dernier patient, qui est donc le criminel, arrive quelques minutes avant la fin de la séance. Je vais l'ouvrir, il attend dans l'escalier. Je reviens à Patrick. Patrick se lève, il me dit « J'aimerais qu'on se revoie la semaine prochaine. Est-ce que c'est OK pour vous ?» Je dis « Pas de problème. » Je le raccompagne à la porte et les 2 patients se croisent dans l'escalier. Je fais rentrer mon patient. Et ça, c'est important ce détail parce que mon cabinet se fermait par une porte vitrée et que j'occultais par un paravent indien. Donc, je ferme la porte et puis je fais glisser mon paravent, ce qui fait un certain bruit. Puis je vais m'asseoir, je l'invite à s'asseoir. Je lui pose la question « Comment puis-je vous aider ?» Et là, d'un seul coup, il avait un petit sac en bandoulière. Il sort un couteau à cran d'arrêt qu'il pointe vers moi et il me demande où est l'argent. Et mettez-vous à plat ventre. J'ai refusé de me mettre à plat ventre. Il essaye de fermer les volets de la pièce. Il ne pouvait pas parce qu'il y avait plein de plantes sur les balcons. Je lui dis, il y a un petit peu d'argent par là. Donc, il se dirige vers l'endroit où il y a de l'argent. Et toujours, donc il me tourne le dos et le poignard pointé à la main, le poignard à la main pointé vers moi. Et à ce moment-là, cette voix que j'avais entendue, elle me fait surgir de mon fauteuil, un peu comme un geyser. Et je monte sur le balcon, qui était juste à côté de mon fauteuil. Je suis très souple, hein, j'ai fait beaucoup de yoga et de danse. Je monte sur le balcon. J'enjambe les pots de fleurs, enfin les jardinières. Je passe de l'autre côté de la rambarde. Et avant de sauter, heureusement qu'on n'habitait qu'au premier, mais le premier étage, c'est quand même 5-6 mètres. Avant de sauter, je regarde où il est, et il a son poignard qui est à 5 cm de mon dos. Et à ce moment-là, je saute. Et je me ramasse sur le bitume, et je suis sur le dos, sur le côté, je ne me souviens plus. Et alors, la chance a fait qu'une infirmière était en train de passer, a écarté tous les gens qui s'agglutinaient autour de moi. Un avocat qui habite au rez-de-chaussée m'a entendu crier « Appelle la police », le SAMU. Et moi, je me sens dissociée, c'est-à-dire que je ne sens plus du tout mon corps. Et c'est ça qui est extraordinaire. Quand il y a une souffrance terrible, on ne sent plus notre corps. Mais le psychisme est toujours fonctionnel. Vous n'avez pas perdu connaissance? Non. Mais je saurai après, par le corps médical, que j'ai fait aussi une hémorragie cérébrale. Mais sur le moment, j'en sais rien. Simplement, je suis extrêmement lucide et je me dis, mais je vais mourir. Je vais mourir sans revoir mon compagnon, mes enfants. Enfin, c'était terrible. Et puis, les secours tardaient à venir. Ils sont arrivés très vite, mais pour moi, c'était un temps qui s'est tiré hors du temps. Enfin, on n'était plus du tout dans un temps linéaire. Et puis, finalement, on m'a emmenée à Pompidou. J'ai été aux urgences. On m'a tout de suite mise sous morphine. On m'a laissée sur une planche pendant plus de 24 heures parce qu'il n'y avait aucune équipe chirurgicale qui était disponible pour m'opérer. Et le lendemain, donc, j'ai été opérée. J'ai dû aller au chirurgien avant l'opération, si je ne dois pas, parce qu'on craignait aussi que la moelle épinière soit atteinte. Donc, c'est pour ça que j'avais l'ordre de ne absolument pas bouger. Et là, c'était vraiment, j'ai l'impression d'être Jésus sur la croix, d'être crucifié. Et j'aurai cette impression pendant très longtemps. Et donc, on m'opère, l'opération dure plusieurs heures. On me ramène dans ma chambre, ça s'est bien passé. Je reste 8 jours à l'hôpital. Donc, ce que j'ai eu 3 vertèbres lombaires de brisées, double fracture de l'humérus, sacrum et sternum de cassé, et puis hémorragie cérébrale. Donc, je reste 8 jours à l'hôpital, 8-10 jours. Je ne suis pas trop fatiguée, je suis très entourée, je reçois beaucoup d'amour et je vais bien. Je me dis, bon, ça fait partie de l'épreuve. Mais donc, au bout de 8 jours ou 10 jours, on m'envoie en maison de convalescence, enfin de rééducation, puisqu'il fallait que je rééduque complètement mon corps. J'étais enfermée dans un corset, puisque l'épaule avait été cassée, hein, l'épaule était brisée, double fracture de l'humérus, donc je ne pouvais plus rien bouger. J'étais totalement immobilisée.
Et donc, je commence une journée de rééducation. Et la nuit, j'ai extrêmement mal. Dans le cou. Oui, dans le bas du dos. Et en fait, on va découvrir 2 jours après que j'ai chopé une maladie nosocomiale. Donc, on me renvoie à Pompidou, on me réopère, parce qu'il fallait faire un lessivage, je risquais une septicémie. Et là, j'apprendrai qu'on m'a mis dans mon dos une arthrodèse, c'est-à-dire j'ai une espèce d'échelle dans le dos. Là, j'ai le bras encloué. Enfin bon, j'ai plein de ferrailles autour de moi. Et je me dis, mais comment vais-je m'en sortir ? J'avais l'impression... D'abord, je ne voulais pas être un poids pour mon compagnon, pour ma famille. Je suis quelqu'un de très autonome. Et j'avais l'impression de vivre la nuit noire de l'âme. J'ai été très anémiée, donc on m'a fait des transfusions. J'ai été perfusée pendant 3 semaines sous antibiotiques. On n'arrive plus à trouver mes veines. Je ne veux pas jouer la malheureuse ni la victime. Pourquoi je vous raconte ça ? C'est parce que on a l'impression qu'on est vraiment dans le trou, qu'on ne va pas pouvoir sortir de cette espèce de nasse dans laquelle on est. Et à ce moment-là, je vais beaucoup penser à Dominique Bobis, qui est ce journaliste qui a écrit Le Scaphandre et le papillon. Et je me suis dit, mon Dieu, cet homme qui a resté des mois et des années enfermé en lui, avec uniquement comme organe pouvant bouger un clignement d'œil. Et comment il a vécu ça ? Et je me dis, Martine, ok, t'as ça, mais tu es en rééducation, tu es sous perfusion d'antibiotiques, tu vas t'en sortir. Ça va demander du temps. Ça n'a pas mis tant de temps que ça, puisque je pense que ça, c'était le 5 septembre 2016. Non, c'était le 17 novembre. Oui, ça, c'est la deuxième. Ouais, 5 septembre 2016, le grand saut. Et finalement, en mars, pour moi, vous en êtes pratiquement sorti. Oui, parce que pour moi, la façon de pouvoir m'en sortir définitivement, c'était de recommencer à pratiquer. C'est-à-dire, c'était sortir de mon pauvre moi, de mon petit moi. Mais il fallait aussi que j'apprenne à m'occuper de moi. Quand on est soignant, quand on est psychothérapeute, on est toujours bien meilleur pour les autres que pour soi. Et là, j'ai appris à m'occuper de moi. J'ai appris à prendre du temps pour moi. J'ai appris à mesurer aussi l'importance de la vie, du vivant. Chaque petit progrès que je faisais, c'était une source de joie, même si c'était très minime. Mais c'est tous ces petits pas que l'on fait qui nous emmènent aussi vers la guérison. Ce qui m'a sauvée, ça a été... Bon, j'ai recommencé à peindre quand j'ai pu m'asseoir, parce que pendant plusieurs semaines, jusqu'au mois de janvier ou février, je n'avais pas le droit de m'asseoir sur une chaise, puisque j'avais un corset. C'était soudé. Donc, tout était soudé, donc j'étais pratiquement tout le temps debout. Et coucher, vous pouviez vous coucher ? Je pouvais me coucher avec le corset, mais c'était très, très, très désagréable. Après, bon, j'ai enlevé le corset, mais ce qui était horrible, c'est que je n'avais pas le droit d'être assise à 90 degrés. Donc, j'étais toujours debout. Et j'ai pensé aussi aux gens qui avaient été déportés. Moi, je suis née dans une famille dont la moitié, enfin, peut-être pas la moitié, dont beaucoup de membres sont partis en fumée. Et je me suis beaucoup intéressée à la psychologie des déportés. Et je me suis posé souvent la question, mais comment ont-ils pu survivre à tant d'horreur ? Et je crois qu'on peut survivre à l'horreur quand on essaye de lui donner du sens et de l'apprendre comme un moyen, comme un apprentissage, en fait. Ce que disait Frankl. Voilà, le créateur de la logothérapie. Comment donner du sens à sa vie ? Et je pense que si l'approche spirituelle m'a beaucoup aidée, alors qu'au départ, quand je me suis retrouvée fracassée, je vous assure que le spirituel n'était plus là. Je veux dire, j'étais qu'un corps complètement mutilé. À ce moment-là, comment pouvais-je, le spirituel, je pouvais même pas y avoir accès. Moi qui adore la musique, qui vis en musique, je pouvais même pas écouter la musique. J'adore lire, je pouvais pas lire. Tout était centré sur moi, sur les mouvements. Comment avancer d'un pas, comment arriver à faire bouger un doigt, parce que tout était bloqué, tout était paralysé. Donc, et comment, oui. Non, c'était un réapprentissage. Et c'est ce réapprentissage, je crois, qui m'a mis beaucoup plus au contact de moi-même. Ça n'a rien à voir avec des thérapies multiples et variées. C'est que la souffrance, et quand on est... parce que j'étais victime aussi. Et je crois que ce qui m'a sauvée aussi,
c'était que l'on me reconnaisse victime. Est-ce qu'ils l'ont retrouvé, ce type-là, non? Oui, oui, il a été retrouvé. Et j'étais pas victime de moi, j'étais victime d'un autre, en fait. Oui. Hein, et l'État m'a reconnue victime, j'ai été indemnisée financièrement. J'aurais préféré ne pas être indemnisée, ne pas avoir été agressée. Mais ça m'a appris tellement de choses. Ça m'a rendu peut-être plus humaine. Donc, à la rigueur, aussi. vous pouvez presque le remercier. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que au mois de septembre 2016, il a agressé 9 femmes médecins. Je n'étais pas la seule. Oui, à cette époque-là. Mais j'ai été une des seules à porter plainte. Et les autres, il les a pas tués quand même. Non, il a tué. Il n'avait pas l'intention de tuer. Il avait l'intention de voler. Mais quand on n'a pas l'intention de tuer. Et un jour, il peut y avoir un accident. Mais voilà, pourquoi on prend un poignard? C'est qu'il y a une intention quelque part. Et donc, il y a eu un procès en assises qui a duré 8 jours au mois d'octobre dernier. Seconde partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM pour cette première émission de 2020. Ça commence bien avec Martine Gerco, une psy parle aux esprits. Martine Gerco est psychologue clinicienne, psychanalyste, psychothérapeute depuis plus de 38 ans. Elle est spécialisée dans les états d'expansion de conscience. Les outils psy lui ont parfois semblé insuffisants à soulager des souffrances à l'origine non psychogènes. C'est la raison pour laquelle elle s'est tournée vers des approches holistiques prenant en compte l'aspect multidimensionnel de l'être humain dans une non-coupure entre la psyché et l'âme. Alors là, on a parlé un peu de votre vie, des crises, des moments de crise où ça va pas très bien. Et pour cause, je pense qu'on n'a pas tous vécu des choses aussi dramatiques. Et vous dites que le psychanalyste est à l'écoute de soi pour mieux écouter l'autre ensuite. Je pense que là, vous avez été vraiment à l'écoute de vous-même dans cette période. Oui, je dis toujours que si le psychanalyste reste cantonné dans son fauteuil, sans prendre de risques et sans aussi s'exposer, comment peut-il être à l'écoute de ses patients? Et je pense qu'on ne peut pas aider quelqu'un là où soi-même on n'a pas été. C'est pour ça que je dirais que la meilleure formation pour le psy, après la formation théorique, clinique, après son travail sur lui-même, c'est de pouvoir s'exposer à la vie et de pouvoir s'exposer au vivant. Pour moi, la vie, c'est une aventure, c'est une quête incessante. C'est comme ça aussi qu'on peut se mettre à l'écoute, une écoute beaucoup plus rapprochée du patient. Oui, alors vous dites qu'on est tous plus ou moins confrontés à des périodes de crise. Et vous vous posez la question de savoir aussi dans ce moment-là, 2020, où on est tous confrontés à une espèce de crise mondiale, on peut dire, on est tous pas très très bien si on est un peu au courant de ce qui se passe. À quoi pourrait servir la psychanalyse? Je pense que si les êtres humains, d'abord les hommes politiques faisaient un travail sur eux-mêmes, peut-être que le monde, que la société serait moins violente. La psychanalyse, si on fait l'étymologie du mot psychanalyse, c'est le langage de l'âme. Psychanalyse, psyché. Psyché, c'est la respiration, c'est l'âme. Et la psychanalyse, à quoi peut-elle servir? Je ne dirais pas la psychanalyse, je dirais le travail intérieur. Je n'ai pas envie de valoriser la psychanalyse, j'ai envie de valoriser le travail intérieur, mais le travail intérieur dans lequel on se remet en cause. Parce que la méditation, c'est très à la mode, mais si on ne fait que méditer sans pouvoir descendre à l'intérieur de soi, ça ne sert à rien. C'est pipeau. Ce qui est important, c'est la remise en question. La psychanalyse est un formidable outil de remise en question de soi. C'est un voyage intérieur. Je ne souhaite pas valoriser la psychanalyse aux dépens d'autres approches, puisque j'ai une approche qui est intégrative. Ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est sur la nécessité absolue de pouvoir se remettre en cause, de pouvoir se remettre en question. Et c'est la remise en question qui nous permet d'échapper à la violence. Oui, et puis quand tout ça vous est arrivé, vous aviez quand même fait un sacré boulot avant. Vous aviez rencontré donc Monsieur Groff, là, on en parlait tout au début. Stanislas Groff, vous aviez rencontré aussi Michel Sapir et Charles Brisset à l'hôpital Rothschild. Ouais. Tout ça, c'était avant, ça vous a peut-être permis de vous en sortir. Vous aviez aussi fait 2 psychanalyses avec un homme et une femme à une certaine époque. Vous aviez travaillé sur vous. Vous êtes quand même, on peut dire, très freudienne encore. Oui, absolument. Je suis encore freudienne. Je me suis ouverte à Jung. Pour moi, la psychanalyse freudienne, c'est l'enracinement. Ce sont les racines de l'arbre. Et un arbre sans racines, ça ne peut pas donner de fruits, ça ne peut pas donner de fleurs, ça ne peut pas pousser.
Donc je dirais que pour moi, l'ancrage psychothérapeutique, c'est la psychanalyse. Parce que c'est ce qui nous structure et nous donne une rigueur intellectuelle. Parce qu'on voit bien dans les approches plus holistiques, il n'y a pas cet ancrage. Là, on est dans une espèce de sacralisation du spirituel, mais une espèce de naïveté spirituelle. Pour moi, le spirituel, c'est pas aller méditer, aller voir des maîtres, des gourous à longueur de temps, c'est aussi pouvoir se conduire de façon éthique dans la vie. Et la psychanalyse, par son cadre et par sa rigueur, amène cette éthique. D'ailleurs, il y a énormément d'écrits, de textes écrits par Freud autour de l'éthique psychanalytique. Alors, la psychanalyse a été assez décriée parce que c'est vrai qu'à ses débuts, c'est encore très empirique, il y a plein de disciples, ça se dispute, il y a plein de rivalités entre les disciples de Freud. C'est quelque chose qui est en train de se constituer. Donc, toute discipline à ses débuts est un peu cas un cas. Mais il a eu le mérite de libérer la folie de ses chaînes et de permettre une nouvelle approche, une nouvelle écoute de l'être humain. Alors, vous dites aussi que pour Freud, cependant, l'ardeur qui le guida pour faire légitimer la psychanalyse en tant que science dans une Vienne profondément antisémite, régie par les préjugés, fut le combat de sa vie, car en aucun cas il ne souhaitait qu'elle fût ravalée à une histoire juive ou à des spéculations mystico-religieuses. C'est ainsi que, de longues années durant, il oscilla entre attraction et répulsion vis-à-vis de l'occultisme, ne désirant pas voir sombrer la psychanalyse pour des raisons de superstition, s'amusait-il à dire. Ça, c'est important parce que là, une psy parle aux esprits, vous êtes en même temps très freudienne, mais aussi très chamane, très groovienne, comme on dit, groffienne, comme on dit. C'est vrai que vous n'êtes pas que freudienne, vous êtes aussi ouverte aux esprits. Et Freud, il était peut-être ouvert à tout ça, mais il faisait semblant de ne pas y croire pour pas que la psychanalyse passe pour quelque chose de banal. On était au début d'une science. Enfin, est-ce que la psychanalyse est une science? Ça, c'est un long débat. Hein. Je dis souvent comment peut-elle être une science? Bon, il y a une métapsychologie, il y a une discipline qui est c'est une discipline très structurée, il y a une grammaire très, très rigoureuse, il y a une nosologie, une nosographie. En fait, c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement bien. Mais maintenant, on ne peut plus être psychanalyste comme on l'était avant parce que les pathologies ont évolué, notre société a évolué et c'est absolument nécessaire que l'on s'ouvre. Autrefois, les femmes, elles accouchaient dans la douleur. Maintenant, elles peuvent accoucher avec la péridurale, avec des méthodes beaucoup plus soft. La psychanalyse aussi, elle doit s'ouvrir. Attendez, j'ai perdu le fil là. Je suis quelqu'un de très libre, je suis Verseau, je suis très autonome, je suis très indépendante et j'ai toujours refusé les chapelles et les querelles de chapelle. Et ce que j'ai observé en France, c'est qu'on est lacanien. Si on est lacanien, on ne peut pas être jungien. Si on est jungien, on ne peut pas être freudien. Si on est freudien, on ne peut pas être lacanien. C'est absurde. Je pense que c'est vraiment important de pouvoir cueillir ce qu'il y a de bon dans chaque discipline, dans chaque méthodologie, et au psy d'être suffisamment artiste, d'être suffisamment créatif pour pouvoir offrir à son patient ce qu'il y a de meilleur pour lui. Moi, je suis une artiste aussi, puisque je peins, et il m'apparaissait important de pouvoir m'ouvrir pour moi-même, pour ma propre évolution, à des approches qui me permettraient de rencontrer des couches de moi-même que je n'avais pas pu explorer avec la psychanalyse. Et j'ai intégré dans ma praxis psychanalytique la respiration holotropique parce que j'ai rencontré des couches de moi que j'ignorais. J'ai aussi... Parce qu'il vous manquait quelque chose. Oui, une approche plus émotionnelle. Le corps, c'est à travers la respiration holotropique, effectivement, que j'ai rencontré mon corps, ma corporéité, la jouissance dans mon corps, parce qu'on ne peut pas dissocier l'esprit du corps, l'âme du corps. Or, comme psychanalyse, il y a une importance essentielle qui est accordée aux mots. On peut parler de son corps, mais ce qui est important, c'est de le vivre aussi, de vivre dans son corps émotion, et pas uniquement dans son corps parler. D'accord. Et sur le silence, à la page 82, vous dites que Dieu est silence. Est-ce que c'est pas dans le silence aussi que finalement on en dit le plus ? Absolument. Et dans la cure psychanalytique, comme dans certaines disciplines initiatiques en franc-maçonnerie, le silence est constitutif
de notre gestation. C'est très important le silence. On n'a pas besoin de parler pendant toute une séance. Partager le silence avec un patient, c'est très important. Que le patient accepte le silence de son psychothérapeute. C'est à l'intérieur de ce silence qu'il va pouvoir se féconder. Et en franc-maçonnerie, avant de pouvoir prendre la parole, on doit observer le silence pendant 3 ans. Parce que c'est des mots. Et souvent, on sait très bien que les mots aussi travestissent et déguisent la pensée. Et c'est dans le silence qu'on peut se rencontrer. Alors, donc, vous faites psychanalyse, psychothérapie, respiration holotropique, et ensuite, ce sont dans les substances psychotropiques et des états modifiés de conscience que vous passez de l'autre côté du miroir. C'est vraiment quand vous commencez à toucher aux plantes hallucinogènes, au LSD, que vous passez de l'autre côté du miroir. Alors, en France, on parle de plantes hallucinogènes. Et quand on parle dans le mot hallucinogène, il y a le mot hallucination, et qui est quand même un mot qui est assez négatif, puisque ça peut renvoyer aussi au délire. Je dirais plutôt des plantes psychédéliques qui sont des amplificateurs de la psyché. Ou des plantes entéogènes qui sont des plantes qui permettent d'avoir accès à des domaines spirituels. Et c'est vrai que le fait d'avoir travaillé sur moi, avec ces substances, ça m'a permis aussi de rencontrer des éléments de moi-même ou des éléments de l'univers auxquels j'aurais jamais pu avoir accès. Quand je dis souvent que quand j'écris ou quand je peins, j'ai l'impression que ma main est guidée ou bien qu'il y a quelque chose qui descend à travers moi et que je suis un canal. Parce qu'en fait, je n'écris ni ne peins dans un état de conscience ordinaire, mais dans un état de conscience expansé. Mais l'artiste, finalement, il procède de cela. Est-ce que c'est pas la même chose pour le thérapeute ? Mais absolument, tout à fait. Très souvent, j'ai beaucoup de pratiques, et puis j'ai une formation psychoclinique extrêmement importante. Et c'est justement, je crois que lorsqu'on on maîtrise très bien ces outils, que c'est comme disait Charcot, la Salpêtrière, qui a été repris par Octave Manoni, la théorie, ça ne doit pas empêcher d'exister. C'est-à-dire qu'une fois que l'on maîtrise ces outils, on les oublie, mais ils sont là à l'intérieur de nous. Sinon, on s'improvise et on fait de la thérapie sauvage. On ne peut pas s'improviser. Tout en laissant quand même une part, pas au hasard, mais une part à l'intuition. Absolument. Mais je pense que pour que l'intuition soit juste, parce que sinon on peut être aussi piégé par nos propres projections. Pour que l'intuition soit juste, il est important que le psy soit complètement vide de lui-même pour laisser la place à l'autre. Parce que l'autre, il nous envoie des informations d'inconscient à inconscient. Et il faut que ces informations ne viennent pas se juxtaposer avec ce que le thérapeute est. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Oui, vous parlez de la troisième oreille. La troisième aussi. oreille Oui. Et la psychophanie, je ne sais pas si vous connaissez. Oui, la psychophanie. Oui. Voilà, pour obtenir du matériel de l'inconscient du patient. Vous savez, c'est le patient a sa main sur l'épaule du thérapeute, et puis le thérapeute va frapper sur un clavier les contenus inconscients du patient. Le patient ne dit rien, mais il y a un contact corps à corps avec la main du patient qui est sur l'épaule du thérapeute, et puis le thérapeute est complètement vide et il y a plein de choses qui sortent à travers les mains du thérapeute sur le clavier. Mais le thérapeute est vide de lui. Et c'est parce qu'il est vide qu'il peut se laisser remplir par la parole inconsciente du patient. C'est une relation à 3. Relation à 3. Alors, dans votre livre, vous écrivez que l'inconscient n'est-il pas une représentation de l'invisible ? On en parle, mais on ne le voit pas. Une psy parle aux esprits. Et j'ai du mal à suivre, mais je suis quand même avec vous. Donc après, vous partez faire des expériences chamaniques, vous rencontrez des gens assez extraordinaires, et vous nous parlez de ces expériences avec l'œuf. Ah oui. Et vous le faites aussi de temps en temps ? Non, pas du tout. Parce que vous dites à un moment que vous ne divulguez pas ce que vous extrayez. Quand je fais une extraction chamanique, quand on vient me voir pour un recouvrement d'âme, souvent je fais une extraction
bon, c'est une approche chamanique qui consiste à enlever dans l'invisible des parasites, des éléments qui parasitent la psyché ou le corps du patient. Mais je ne dis pas ce que je vois, ce que j'ai enlevé, parce que sinon ça rajouterait du négatif au patient. Donc l'important, c'est que le patient se sente bien après la séance. Mais il y a des choses que vous ne révélez pas. Mais c'est comme l'œuf, c'est ce fameux œuf dans les guérisons chamaniques. Moi, j'ai une fois vu un chaman mettre un œuf autour de moi. Il n'a pas voulu me dire ce qu'il y avait dedans. Et j'étais très curieuse de voir, et on n'a pas le droit. Mais est-ce que l'œuf était... Parce que parfois, quand l'œuf... Je raconte l'histoire de ce chaman qui avait passé l'œuf sur le corps de quelqu'un. Et, il le casse dans un verre d'eau après. L'œuf était sale, hein, nauséabond. Et sur le corps de l'autre personne, l'œuf était parfaitement clair. Et la personne dont l'œuf était sale, nauséabond, se traînait une pathologie extrêmement lourde. Donc, ça parle, mais ce n'est pas la peine d'aller en rajouter, de donner des interprétations. Ah oui, dans votre livre, vous parlez de la perte d'âme. Dans la tradition chamanique, la maladie est à l'origine d'une perte d'âme. J'adore ce silence-là. C'est un peu un mécanisme de survie qu'on met en place. Alors, c'est très bien expliqué dans le livre. L'intérêt, c'est de négocier avec les deux âmes. Parce que s'il y a une perte d'âme, c'est qu'elle n'est pas perdue pour tout le monde. Et l'intérêt, c'est de négocier avec les deux âmes pour rendre à la première âme la part qui lui revient. Parce que la partie d'âme qui est partie dans le monde invisible, c'est celle qui a souffert. Et c'est souvent une partie de l'enfance, une période de l'enfance qui a été extrêmement endolorie. Mais la partie d'âme qui est dans le monde invisible, elle ne sait pas que celle qui est restée sur Terre a grandi et qu'elle ne vit plus du tout le même type d'expérience. Donc, il est important de pouvoir négocier avec cette âme qui est partie le retour à son âme d'origine, au corps d'origine, puisqu'on va la réintégrer dans le corps du patient au niveau du 7e chakra et au niveau du chakra du cœur. Et on réinsuffle, là c'est comme le souffle divin, on réinsuffle. Et ensuite, ce qui est très important, c'est de pouvoir travailler sur l'intégration de cette partie que l'on a ramenée. Il ne suffit pas de faire un travail chamanique, il y a aussi un effet psychomagique. Il ne faut pas l'oublier. Mais ça ne suffit pas. Un soin chamanique sur le plan psychologique et spirituel ou sur un plan médical, ça ne remplace ni une psychothérapie, ni un traitement médical. C'est un adjuvant, c'est une complémentarité. Mais on ne peut pas pratiquer le chamanisme. Enfin, moi, je ne suis pas chamane, j'ai une approche chamanique. J'ai été initiée, je me suis formée, j'ai fait des formations extrêmement longues. Si on me demande maintenant ce que je suis, je dirais que je suis healer, je suis une femme médecine ou une guérisseuse. Mais je dirais pas que je suis une chamane, parce qu'on ne pratique pas le chamanisme ici dans notre culture, comme on le pratique en Sibérie, en Amazonie. C'est pas la même chose. Il ne faut pas oublier d'où nous venons. Vous dites que vous êtes une apaiseuse d'âme, ou on dit de vous que vous êtes une apaiseuse d'âme. Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la Bande FM, Au-delà du miroir, et que vous êtes avec Martine Gerco. Donc, une psy parle aux esprits. Cette souffrance ne m'appartient pas. Vous l'entendez souvent, et c'est souvent ce qui se passe quand on a une souffrance qui ne nous appartient pas, c'est qu'elle vient quelqu'un qui peut être décédé, etc. Ça, c'est aussi dans votre livre. Oui, on est aussi les héritiers de toute une chaîne transgénérationnelle. Et je l'explique avec le cas Annabella dans mon livre. Cette jeune femme qui m'avait été envoyée par un confrère psychiatre parce qu'elle était anorexique, elle était totalement aboulique, elle était mélancolique, elle n'arrive pas à s'investir dans quoi que ce soit. Elle a à peu près 28 ou 30 ans quand elle vient dans mon groupe. Et elle est livide, elle n'a pas de corps, il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui respire dans cette jeune femme. Et pendant l'expérience de respiration holotropique, je vais vers elle, et elle est complètement tétanisée. Enfin, je ne vais pas trop en parler parce que le temps court. Et j'entends une voix qui me dit, quand je m'approche d'elle, « Sœur morte, mère morte, naissance petite sœur ». Voilà, c'est exactement ce que j'entends. Donc je vais vers elle et je dis « Mais ta maman, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et elle me dit exactement qu'elle a perdu sa mère à la naissance de la petite sœur, etc. Je lui dis « Écoute, pour l'instant, tu ne peux pas aller plus loin dans l'expérience. Écoute les musiques, je reviendrai avec toi
au moment du partage dans l'après-midi, quand chacun va relater son expérience holotropique. Et j'ai travaillé avec elle. Et là, ça a été l'épiphanie. C'était, je crois, mon moment le plus beau de toute ma carrière. Elle n'était pas très bien. Elle n'était pas bien. Donc, je l'invite au centre du cercle. À l'époque, tous les participants avaient un tambour et le groupe bat le tambour comme un chœur antique. Et je vais vers elle et je lui dis, on me dit qu'elle est habitée par sa mère. Alors, il est important de préciser, c'est qu'elle était peintre, comme sa mère qui était peintre. Et au lieu de signer Annabella, elle signait la signature de sa mère. Donc, elles étaient otages l'une de l'autre. La mère, qui était partie, qui était morte, continuait à vivre dans le corps de sa fille. Et donc, il y a eu un travail d'extraction où j'ai enlevé la mère qui était morte. Et ensuite, j'ai aidé l'âme de la mère à monter. C'est ce qu'on appelle un travail de psychopompe. Oui, et puis la fille était d'accord. Et la fille était d'accord, et ensuite elle a guéri. Voilà. Alors, moi, ça m'a donné vraiment envie de participer à un stage de respiration holotropique. Et vous en faites, vous avez un site? J'ai un site qui s'appelle psyemergence.com et j'anime des séminaires de respiration holotropique et chamanisme tous les 3 mois. Et le prochain aura lieu, je crois, le 5 et le 6 mars. Tout est inscrit sur mon site. Et donc, ce n'est plus à Paris, maintenant, c'est au Média Ambroise? Oui, c'est à côté de Provins. J'ai choisi d'animer ces groupes dans la nature. Ce sont des séminaires résidentiels intensifs et qui ont lieu dans une chartreuse bouddhiste, un merveilleux endroit avec une très très belle nature environnante. La nature me semble essentielle pour ce type de travail. Ça ne s'adresse pas à tout le monde, cette respiration holotropique. Il y a certaines contre-indications. Oui, j'insiste beaucoup sur les contre-indications. J'interviewe toujours la personne qui souhaite s'inscrire au téléphone. On a un entretien d'une quinzaine de minutes parce qu'il y a des contre-indications. Et pour moi, il est essentiel que le futur participant ait fait un travail sur lui. Sinon, je ne prends pas d'inscription. Parce qu'il faut vraiment avoir un moi qui est déjà structuré pour pouvoir s'ouvrir aux états d'expansion de conscience. On ne peut pas mettre quelqu'un en état modifié de conscience s'il n'a pas déjà un ancrage sécure, un ancrage sûr dans cette réalité. Parce qu'on vit ici et maintenant dans cette réalité qui est une réalité matérielle. Donc on a besoin d'être un être enraciné et ancré dans cette réalité. Oui, vous dites dans votre livre aussi, méfiez-vous de ceux qui vous proposent des stages pour prendre des plantes un peu hallucinogènes en France. C'est très dangereux, il faut faire très attention. Il y a cette phrase qui m'a bien plu dans le livre: nous oublions trop souvent que nous avons été à certains moments les héros de notre propre vie. Ça, c'est bien de se le rappeler, on a tous été des héros quelque part. Nous sommes les héros de notre propre vie et nous sommes, toute vie est un roman et on est le héros de ce roman. Et c'est important de pouvoir ne pas oublier qu'on a des ressources insoupçonnées à l'intérieur de nous. Et c'est aussi mon rôle, après toutes ces épreuves, c'est d'aider l'autre à aller à la rencontre de rencontres insoupçonnées pour pouvoir retrouver le sens du vivant en lui. Donc c'est pour ça que j'ai énormément de patients qui viennent me voir avec des pathologies lourdes et des pathologies organiques, parce qu'avec l'art-thérapie, avec le souffle aussi, on peut vraiment retrouver le sens existentiel de notre vie. Et vous avez le courage de laisser votre porte ouverte après les 2 agressions que vous avez eues. Disons que j'ai un peu peur, mais j'en rigole aussi parce que je peux pas être la proie de mes peurs. Bien sûr que parfois j'ai peur. Bien sûr. Bien sûr. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est faire plus d'enseignements, animer plus de groupes, parce qu'il y a un côté ludique, très, très interactif, et peut-être diminuer mes consultations individuelles. Alors, quel que soit le chemin, la lumière est au bout, c'est la nuit la plus noire, car la nuit la plus noire est une aube qui vient, et cette phrase, elle est de Edmond Flegg. Edmond Flegg, oui. Edmond Flegg, c'est un auteur juif qui a perdu ses 2 fils à la guerre. Ses 2 fils ont été fusillés ou déportés. Et il ne s'est pas isolé, calfeutré, recroquevillé dans la souffrance. Au contraire, la perte de ses 2 fils lui a permis d'être au contraire encore beaucoup plus proche des autres. Et je crois que c'est ça aussi la leçon de ce livre, et la leçon l'enseignement de mon livre et l'enseignement de ce que j'ai vécu. C'est que les épreuves, aussi douloureuses sont-elles, elles nous rendent encore plus proches de l'autre et développent notre altérité.
Il y a beaucoup de citations dans votre livre. Il y en a une très très belle de Nietzsche, danser avec le chaos pour accoucher d'une étoile qui danse. Vous avez dansé avec le chaos. Oui, Jarco. Beaucoup. Dans les sociétés initiatiques, on dit souvent que l'ordre naît du chaos. Et comme on ne peut pas, si vous voulez planter des graines dans la terre, si la terre n'a pas été remuée, labourée. Et je crois que une vie très calme, une vie sans histoire, une vie qui... Les gens ont peur du changement. Hein. Les gens préfèrent rester parfois dans une sorte de linéarité qui les rassure, mais qui les mène vers une vie morte. Hein. Dans la mer morte, la mer est très calme, la mer morte, c'est très calme, mais il n'y a rien qui pousse. Il n'y a rien qui pousse. Et du sel. Et une vie sans chaos, une vie sans mouvement, est-ce que c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue ? On vous retrouve donc aux éditions Mama Édition. Une psy parle aux esprits, Martine Jarco, G-E-R-C-A-U-L-T. Vous avez un cabinet à Paris. Oui. Je pense que si on tape votre nom, on vous trouve. Oui, oui, tout à fait. Ne venez pas si vous avez des mauvaises intentions. Hein. Surtout, ne venez pas. Vous avez de l'esprit. Et non, mais je pense que ça ne se reproduira pas. Vous avez eu les 3, là. Bon. Oui, vous avez eu les 3. Donc, on dit jamais 203, donc il n'y en aura pas de 4e. Merci beaucoup. Un petit mot pour terminer cette émission. Écoutez, Joël, je vous remercie beaucoup et j'ai été extrêmement touchée lorsque vous avez passé l'allegretto de la 7e de Beethoven. J'ai trouvé que c'était extrêmement délicat de votre part parce que ça m'a mise en relation avec maman qui est partie le 26 août, juste peu de temps avant la parution du livre. Et ça m'a beaucoup émue et je vous remercie beaucoup. Eh bien, on va la retrouver pour finir l'émission. Merci Martine Jarco. Merci beaucoup.